Alors comment est-ce qu'une tribu fonctionne? D'abord, une tribu fonctionne sur une histoire commune. C'est pour ça que je voulais commencer dans l'épisode précédent par parler du biais narratif, puisqu'on a ici, encore une fois, un effet de Lollapalooza. Donc Lollapalooza, c'est le fameux terme de Charlie Munger, qui dit que la plupart du temps, les biais narratifs ne fonctionnent pas en isolation, mais ils fonctionnent tous dans le même sens. Et quand plusieurs biais narratifs vont aller dans la même direction, vous allez avoir un effet très fort. Donc en particulier, l'effet qu'on a vu tout à l'heure avec les enfants dans le camp de vacances, c'est exactement cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a un biais de tribalisme qui commence, on a un biais narratif où les différents enfants vont se raconter de chaque côté une histoire différente sur le conflit, sur les valeurs, sur qui est du bon côté et du mauvais côté. Et bien sûr, vous avez un biais de confirmation. À partir du moment où vous êtes un aigle et vous avez créé un stéréotype que les serpents sont des racailles, et ben tout ce que vous allez le voir les serpents faire vont confirmer votre stéréotype que voilà, ils disent des gros mots, ils se comportent mal, ils sont turbulents, etc. Et ça permet d'avoir deux groupes qui sont chacun absolument convaincus à 100% d'être du bon côté de l'histoire. Le deuxième élément intéressant du biais de tribalisme, c'est ce que je vais appeler l'exacerbation des différences minimes. Et ça veut dire que bien souvent, le conflit entre deux groupes n'est pas proportionnel à l'ampleur de leurs différences. Et bien souvent, c'est les groupes qui ont des différences les plus minimes qui vont exacerber ces différences. Donc, deux groupes qui sont extrêmement différents, quand ils sont mis côte à côte, vont très rapidement comprendre pourquoi ils sont différents. Mais deux groupes qui sont très proches vont trouver les petits éléments sur lesquels ils sont différents et vont les exagérer. Et c'est encore une fois l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire que les enfants avaient été volontairement pris dans des milieux sociaux identiques et ils avaient volontairement été répartis de façon aléatoire. C'est-à-dire que la seule façon dont ces groupes peuvent construire une identité différente, c'est d'exacerber les différences minimes de comportement entre eux. Un autre exemple qui peut être familier pour certains d'entre vous, c'est chez les entrepreneurs. Donc vous avez une première distinction essentiellement entre la tribu des entrepreneurs et la tribu du 9 to 5, la tribu des gens qui sont salariés. Et vous allez avoir tout un tas de blogs qui sont dédiés au fait de dire que il faut quitter votre emploi, il faut monter une boîte, c'est la gloire d'être entrepreneur, etc. Donc vous allez avoir une première distinction entre les tribus ici. Mais au sein même de ce qu'on peut appeler la tribu des entrepreneurs, il y a encore pas mal de distinctions. Donc on a la distinction par exemple entre les entreprises qui vont lever de l'argent chez du capital risque et qui vont essayer de monter une grosse entreprise qui peut générer des centaines de millions ou des milliards de retours pour leurs investisseurs. Et les entreprises qui vont être ce qu'on appelle bootstraps, donc qui vont pas lever d'argent et qui vont s'autofinancer avec leurs propres revenus et qui vont bien souvent avoir des ambitions plus petites ou alors avoir une croissance moins rapide parce qu'il y a eu moins d'injections de capital au départ. Et cette distinction qui est au départ une distinction assez subtile, disons de stratégie, de décider où est-ce que vous allez obtenir votre capital, eh bien cette distinction-là peut devenir rapidement exacerbée où vous avez essentiellement deux écoles de pensée complètement différentes qui vont développer des valeurs différentes, qui vont développer des philosophies différentes de comment on va gérer les gens, comment est-ce qu'on va investir, où est-ce qu'on va construire notre entreprise, dans quel pays est-ce qu'on va aller, et qui peuvent être rapidement très différentes, alors que dans l'absolu, vu de l'extérieur, sur 99% des choses, ils sont d'accord. Et même au sein d'une sous-tribu, encore une fois, des gens qui vont être bootstrap, donc qui vont s'autofinancer avec leurs propres revenus, vous pouvez encore trouver des gens qui vont vous faire des dichotomies, c'est-à-dire il y a un terme qui s'appelle le coconut cowboy, qui est un terme, disons, péjoratif, qui cible un entrepreneur qui en général habite dans un pays d'Asie du Sud-Est, donc d'où le terme de coconut, de noix de coco. Et ce terme péjoratif distingue des gens qui vivent dans un pays à bas coût et qui sont des entrepreneurs avec très peu d'ambition, qui cherchent juste à générer leurs 1000 ou 2000 euros par mois et juste à vivoter comme ça sur la plage et qui ont très peu d'ambition. Et donc, vous avez une fragmentation illimitée des tribus. Et pourquoi est-ce que les gens cherchent à créer ces distinctions ou à créer ces différences? Pourquoi est-ce que tous ces termes, toutes ces distinctions existent? Eh bien, c'est un exemple de cet effet de tribalisme où on va ignorer les 99% de choses qu'on a en commun avec cette autre personne. Vous allez ignorer, si vous êtes supporter du PSG, les 99% de choses que vous avez en commun avec le supporter de l'OM. Vous allez exagérer le 1% de choses qui crée une différence entre vous deux.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.